Ok, bah alors, du coup, c'est moi qui ai un problème de vidéo, vous ne voyez pas ma tête, tant pis, c'est pas grave. Alors bonjour à tous, bienvenue donc à notre nouveau café numérique ECF. Merci d'être toujours aussi nombreux à vous connecter. Donc on va parler cette semaine des RGPD, donc en présence d'Amélie Carreau, qui est maire en Bretagne et spécialiste du RGPD et Romain Froment. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Là, vous avez un petit chat et puis bah, ils s'efforceront de répondre au plus grand nombre. Et voilà. Et puis, vous recevrez le replay là, ou dans l'après-midi ou demain matin, qui sera aussi diffusé dans notre newsletter que vous lisez tous assidûment le vendredi matin. Voilà. Et puis, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à adhérer à ECF. Amélie, Romain, je vous laisse la parole. Bon webinaire. Merci. Amélie, un tout petit point. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le RGPD, quand c'est sorti en mai 2018, Amélie, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Grosso modo, on a tous un petit peu entendu parler, énormément entendu parler, hein. C'était un petit peu pas des thématiques congrès national, mais des thématiques importantes sur les années, notamment 2018-2019. Bon, après, quand le Covid est arrivé, un petit peu moins, faut l'avouer. Le RGPD, on a tous entendu parler. On a peut-être tous et toutes voulu faire quelque chose au sein de nos cabinets. On est quand même assez peu à avoir été dans la démarche jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que souvent, ça fait un peu peur. Ça paraît un chantier assez titanesque. Les données personnelles, le nom, le prénom, les dates de naissance et tout ce qui s'ensuit, on en a dans nos cabinets partout, dans nos fichiers, dans nos tiroirs, dans nos placards, dans nos caves et dans nos archives, dans des cartons, dans des classeurs, dans des pochettes, dans des mails, dans des fichiers, dans des disques durs, dans des serveurs en France souvent, à l'étranger un petit peu. Et du coup, on se dit souvent, il y en a tellement de partout que au final, bon, au lieu de faire quelque chose mal, je vais plutôt rien faire. L'idée de ce café numérique aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger sur des bonnes pratiques. L'idée, c'est pas du tout de se faire peur, au contraire, c'est de se rassurer un petit peu et de se dire qu'au final, c'est souvent, Amélie nous le redira, je pense, plus une question de bon sens qu'autre chose et un petit peu d'organisation. Voilà. Je remercie énormément Amélie d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai rencontré Amélie, je crois, l'année 2018 aussi. Le Mm. RGPD était arrivé quelques mois avant. Je crois qu'on a dû échanger la première fois vers octobre ou novembre 2018, exactement. Je me souviens, c'est un soir. On a beaucoup discuté numérique, data, intelligence artificielle et RGPD. Et je suis vraiment extrêmement heureux qu'elle puisse être parmi nous aujourd'hui. C'est une spécialiste sur le sujet. Amélie est expert comptable, donc elle parle le même langage que nous. Elle n'est pas là pour nous vendre des registres de traitement à 3 000 € qui serviront à rien et qui resteront dans nos placards. Donc, voilà, je vous remercie de l'accueillir et n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions. Je vais faire un petit peu l'animateur et je retranscrirai un petit peu les questions au fur et à mesure. Et voilà, n'hésitez pas. Et Amélie, je te laisse la parole. Merci Romain, merci à tous. Donc, juste un petit réajustement. Je ne suis pas expert comptable, je suis diplômée d'expertise comptable, il y a une petite nuance, donc je vais juste remettre ça en place. Je préfère. Donc, effectivement, je suis diplômée depuis 2016 et j'ai souhaité travailler sur tout ce qui était sujet numérique. Et pourquoi le RGPD? Parce que dans une entreprise que j'étais amenée à accompagner en devenant DAF, quand j'ai souhaité regarder un petit peu comment ça se passait de l'entreprise, on s'est posé la question du RGPD en 2018 et j'ai commencé à creuser un peu le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une difficulté à l'appréhender et donc on s'est mis avec mon associé à accompagner les entreprises dans leur démarche de mise en conformité. Donc j'ai essayé de rendre sexy un petit peu, je ne suis pas graphiste, mais les couleurs, c'est pour vous tenir éveillé et pour rendre l'enjeu du RGPD et le sujet du RGPD le plus ludique possible. Ça reste un sujet juridique, mais également en lien avec le numérique toutefois. Donc n'hésitez pas effectivement à poser vos questions. L'objectif, c'est qu'à la fin de la réunion, à la fin de la visio, vous ayez un petit peu plus d'éclaircissement sur le sujet. Et n'hésitez pas tout au long de la réunion ou même après, je reste à votre disposition si vous avez des interrogations à ce niveau-là. Si tout le monde voit bien l'écran, je vais commencer par présenter les slides. Donc, j'ai synthétisé certains éléments. Je ne sais pas quel est votre niveau d'avancement dans cette démarche dans vos cabinets. Je me suis dit, comme pour les entreprises, c'était plutôt niveau débutant sur la thématique du RGPD.
Donc, on va revoir un petit peu les bases sur ce sujet. Et au fur et à mesure, vous pouvez me couper quand vous le souhaitez. L'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible. Et je compte sur Romain pour intervenir dès qu'il y a des questions, parce que je ne les verrai pas forcément. Non, carrément. Alors, Je pense qu'on on a tous entendu parler. On a tous peut-être sûrement fait au moins une, voire deux formations, assisté à des webinaires sur le sujet à l'époque. Et je pense que c'est souvent la mise en pratique qui nous a un mm, petit peu freiné. mm. Et pour remettre juste dans le contexte, donc 2018, c'était la date d'entrée en application du RGPD et l'entrée en vigueur, c'est en 2016. Donc, normalement, au mois de mai 2018, toutes les entreprises françaises et européennes auraient dû être conformes. Donc, on a déjà un bon train de retard. Ne vous inquiétez pas, malheureusement, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore saisies du sujet, mais il ne faut vraiment pas passer à côté parce que l'objectif, c'est d'améliorer les process internes. Il ne faut pas faire du RGPD pour faire du RGPD, il faut voir les intérêts que ça représente pour l'organisation interne et la qualité du fonctionnement et l'amélioration avec les co-traitants, les sous-traitants éventuels, prestataires de services et l'éveil des collaborateurs sur cette thématique qui touche aussi les entreprises. Donc, il faut vraiment que ce soit un sujet pris dans son ampleur comme étant un sujet maintenant du quotidien. Alors, je vous redonne rapidement le contexte. Donc, vous aviez sans doute tous entendu parler de la loi informatique et liberté de 1978, dans laquelle on déclarait certains traitements qui étaient réalisés à la CNIL et on avait une première vigilance, mais on n'en parlait pas autant que le RGPD aujourd'hui. Et donc, depuis 2018, c'est un règlement européen qui s'applique à toutes les collectivités, toutes les entreprises, toutes les structures associatives également, dès lors qu'il y a des données personnelles qui sont traitées et ça s'applique de la même manière. Donc, il n'y a pas de retranscription dans une loi. Ça s'applique de la même manière dans tous les pays européens ou dans tous les pays du monde entier qui traitent de données d'Européens. Et donc, dans d'autres pays, il y a parfois des déclinaisons comme des réflexions aux États-Unis et par ailleurs, mais le règlement européen, en tout cas, est le même, quel que soit le pays d'Europe. Et dès lors qu'un pays hors Europe traite des données d'Européens. Donc, c'est très, très large. Et donc, on a une masse d'informations, une masse de cas pratiques qui ont pu être étudiés dans différents pays qui peuvent permettre de mieux l'appliquer en France également quand on voit comment ça peut se passer en Espagne. Voilà. Il n'y a pas une transposition comme une loi qui peut être différente d'un pays à un autre. C'est la particularité qui est un petit peu difficile à comprendre quand on est en France, qu'on a des lois un peu pour tout. Là, au moins, c'est harmonisé partout en Europe. Et maintenant, donc, où en sont les entreprises et les cabinets malheureusement, pas bien avancé. Et donc, l'objectif, ce serait de pouvoir monter un petit peu en maturité sur ces sujets-là sans que ce soit considéré comme étant un point inatteignable. On ne vous demandera pas c'est pas possible d'être 100% conforme. L'objectif, c'est d'être dans une démarche de mise en conformité. Donc, déjà, de savoir qu'on est assujetti au RGPD et qu'on doit se mettre en mouvement pour se mettre en conformité, c'est une première étape que la CNIL considérait comme déjà un pas bien avancé il y a 5 ans. Maintenant, on est en 2023, donc il faut aller plus loin que ça, parce que la CNIL va être quand même en attente de formalisation de la démarche. Si elle est amenée à toquer à la porte de votre cabinet, vous ne pouvez pas juste lui dire j'ai pas eu le temps, quoi. Donc, il faut pouvoir initier quelques démarches internes et on va pouvoir en évoquer sans exemple tout à l'heure. Les objectifs, donc ce que je voyais comme point important, c'est d'avoir en tête les grands enjeux en interne au sein du cabinet, donc avec le fonctionnement du cabinet de manière générale, la sensibilisation des collaborateurs vis-à-vis de ses clients. Les clients sont aussi concernés par le RGPD, doivent se mettre en conformité, peuvent attendre des choses de vous et vous pouvez être amené, si vous souhaitez développer des prestations complémentaires, être amené aussi à proposer des prestations dans ce sens aux clients, mais déjà, il faut maîtriser le sujet. Donc, on ne va pas aller sur tous les terrains, bien entendu. Je voulais qu'on en profite pour vulgariser les missions des acteurs qui sont apparus dans le cadre de ce règlement européen. Donc, on a la notion de responsable de traitement, de délégué à la protection des données. Ce sont des notions que vous connaissez peut-être ou pas. Je voulais les remettre bien à plat et de voir ce qui est attendu de chacun et quels sont les outils qui sont apparus également dans le cadre du RGPD pour les entreprises et les cabinets qui sont des entreprises. Et les différentes étapes à mener, par où commencer? Est-ce qu'on le fait le seul? Est-ce qu'on se fait accompagner? Comment on formalise?
qu'on part du principe, dans le cadre du RGPD, que par défaut, on est coupable de ne pas être en conformité et en cas de contrôle de la CNIL, il faut être en mesure de montrer qu'on a initié une démarche et donc de pouvoir prouver qu'il y a des choses qui sont faites en interne. Il y a un tas d'exemples que l'on pourra évoquer tout à l'heure. Mais pour ça, il faut se saisir du sujet donc, et soit le prendre à bras-le-corps, soit se faire accompagner en partie par un expert du domaine ou par quelqu'un qui est en capacité de vous accompagner et qui peut être en partie le conseil SUP, puisqu'il y a eu de la production documentaire qui a été faite il y a quelques années. Je ne sais pas s'il y a des réactualisations récentes, mais en tout cas de saisir du sujet. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse ou bien vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire et c'est déjà un premier pas. Maintenant, il faudra effectivement aller un peu plus loin, mais on va voir de quelle manière. Je reste sur cet écran pour détailler un petit peu plus les objectifs. Est-ce que vous souhaitiez, certains d'entre vous, qu'on évoque d'autres points pendant le temps du webinaire que l'on a aujourd'hui? Des questions plus précises pourront venir, mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez souhaité aborder en complément que ces 3 objectifs principaux? Amélie, une petite question. Donc, au début, on parle donc, des objectifs en interne pour le cabinet et vis-à-vis de ses clients. Donc, on parle de RGPD, on parle un petit peu de sanctions, donc l'organisme de contrôle qu'est la CNIL en France. Est-ce qu'on a déjà des cabinets d'expertise comptable qui ont déjà eu des contrôles ou même des sanctions de la CNIL aujourd'hui? Alors en France, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé en Espagne de mémoire, c'était en Espagne, un cabinet qui a été contrôlé, ou en tout cas où il y a eu une amende. C'était dans les 2 000 à 3 000 euros. Donc c'était une petite amende par rapport à ce que la CNIL peut mettre par ailleurs, parce que ça peut monter à plusieurs millions d'euros. C'était par rapport à un fichier de clients qui contenait des données personnelles et qui avait été mis à disposition de collaborateurs ou d'autres tiers qui n'avaient pas à en avoir connaissance. Donc, c'est difficile pour la CNIL de trouver ce type de cas. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un signalement ou un dépôt de plainte à la CNIL. C'est souvent par ce biais-là que la CNIL creuse un petit peu et met son nez dans les entreprises. Ok, Je n'ai pas vu d'autres situations, ouais. ça marche, ça marche. Et en termes de Ouais. clients, parce qu'au début, quand on a vu ce règlement sortir, on a pu penser que c'était, entre guillemets, avec une visée vraiment des très, très grosses sociétés, hein, que ce soit du Amazon, du Apple, du Facebook, etc. Est-ce que les clients, c'est que les grosses entreprises ou est-ce qu'on se retrouve avec des sanctions sur des plus petites entreprises, des PME, voire même des TPE? Ouais, alors j'ai mis quelques exemples dans le support. Tac. Désolée pour les couleurs sont un peu vives. J'ai mis quelques exemples. Donc là, on a un exemple en Espagne. Donc c'était une amende de 9 000 euros pour un exploitant d'un site web pour des données personnelles qui n'avaient pas été, qui ont été collectées sans avoir le consentement de la personne. Donc ça c'est un exemple. Hein, c'était une TPE, je pense. Une amende de 2 000 euros pour une autre, donc c'était pour des cookies sur le site web qui étaient collectés sans le consentement. 3 000 euros pour une politique de confidentialité qui n'était pas assez complète. 200 000 euros pour un logiciel de surveillance qui n'était pas conforme, c'est un peu plus fat quand même. Une amende de 3 000 euros pour une société de transport de mémoire parce qu'il n'y avait pas de respect des droits des personnes concernées. Et là, on est beaucoup plus conséquent en termes de montant, 1,7 million à la G2R, la mondiale, donc qui est un partenaire, ou en tout cas un interlocuteur qui est très présent dans le cadre des entreprises que vous pouvez accompagner, donc pour des durées de conservation excessives. Donc ça, c'est quelques cas de tout type de taille. Et en fait, au niveau de l'amende, il n'y a pas de règle aujourd'hui. Une toute petite TPE, on peut avoir des startups, par exemple, qui collectent des données qui pourraient avoir des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça dépend de l'enjeu que ça représente. Donc, il n'y a pas de grille aujourd'hui d'amende par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, c'est plutôt par rapport au risque que ça représente et toute TPE peut être concernée. Ok, ça marche. Peut-être Merci. plus les startups ou celles qui sont dans le numérique. Mais en tout cas, tout type d'entreprise peut être ciblé. Et la CNIL aujourd'hui, clairement, pour moi, il ne faut pas avoir peur de la CNIL dans le sens où on n'a pas la capacité en termes d'équipe ni en termes de moyens plutôt humains d'aller contrôler toutes les entreprises de France. C'est plutôt les signalements
ou les dépôts de plainte à la CNIL qui vont inciter les débuts de contrôle qui pourront être réalisés, ou bien les signalements sur les réseaux sociaux. À un moment donné, on avait beaucoup d'entreprises, de particuliers qui, au moment où c'est sorti en 2018, ont commencé à indiquer de quelle manière leurs données étaient collectées sans leur consentement. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu être un petit peu taguées sur les réseaux. Donc, c'est plutôt de cette manière-là que la CNIL viendrait mettre son nez dans l'entreprise. Ou d'une autre manière, à distance, elle peut assez facilement faire des contrôles sur les sites web, voir si les cookies sont... s'il y a une politique de mise en ligne sur le site pour collecter les cookies, etc. Donc, mais c'est pas pour moi, il faut pas faire, il faut pas se poser la question du RGPD pour le RGPD purement. Il faut poser la question du RGPD sur une réflexion interne d'amélioration du fonctionnement du cabinet. Donc, comme d'autres politiques que vous pourriez être amené à mettre en interne, une politique qualité en gros, sauf que c'est par un autre angle et le RGPD touche tous les services. Mais du coup, toutes les tailles d'entreprise, toutes les tailles de cabinet. Voilà. Si je... Alors, pour la... Tiens, et du coup, oui. Ouais, excuse-moi, je te coupe une toute petite seconde. Donc, il y a quelqu'un qui nous a partagé, c'est S. Agrapar, qui nous a partagé un petit lien datalegaldrive.com, entreprise, nos outils, carte sanction RGPD. Donc, apparemment, je suis en train de regarder. Et donc, c'est une espèce de carte interactive où on peut filtrer par année, par pays et de savoir un petit peu les sanctions qu'il y a pu avoir. Et donc là, j'en ai une assez rigolote. Quelqu'un qui s'est fait donc à côté de Toulouse, un bricot-dépôt qui s'est fait attraper pour une durée de conservation excessive et qui s'est pris 500 000 euros d'amende. Là, dans le rapport d'activité de 2022 de la CNIL, ils ont fait 345 contrôles et donc il y a eu 147 mises en demeure, donc mise en demeure, on n'est pas encore au stade de l'amende, et 21 sanctions pour 101 millions d'euros. Donc potentiellement certaines à 80 millions suivant les tailles. Je n'ai pas regardé le détail des 21 récemment, mais il y a de tout volume. Effectivement, 500 000, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent. Okay. Après, je ne sais pas comment ça. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne sais pas s'ils vont jusqu'au recouvrement, si derrière il y a des ajustements possibles. Mais en tout cas, c'est les amendes qui sont publiées aujourd'hui. Et sur le site de la CNIL, il y a l'Open Data qui liste aussi toutes les violations de données à caractère personnel qui ont été déclarées. Donc, ça permet aussi de voir quels ont été les signalements qui ont été faits à la CNIL et qui pourraient potentiellement entraîner des contrôles un peu plus aboutis par la suite. Ok, nickel. Merci beaucoup. Du coup, au niveau des clients, c'est important aussi, puisque dans le cadre des missions d'accompagnement de vos clients, on est dans une mission quasi 360 degrés, donc il doit y avoir une mise en avant effectivement du risque RGPD qu'ils peuvent avoir en interne de leur côté. Pour moi, ça pourrait avoir un risque sur votre attestation qui pourrait être émise dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels, par exemple. Si on a un client qui collecte des données personnelles, qu'il les traite alors qu'il n'a pas le consentement des personnes ou qu'il n'a pas l'autorisation de les stocker pendant telle et telle durée, ça peut remettre en question la valeur de l'entreprise. Et j'ai été amenée, moi, à être sollicitée pour intervenir justement sur des opérations de rachat d'entreprise pour faire un diagnostic de la situation d'une des cibles de l'achat pour identifier son niveau de maturité et sa situation vis-à-vis du RGPD, parce que ça pouvait être un enjeu de valeur pour l'entreprise qui allait l'acheter. Donc, c'est aussi des points de vigilance pour les startups qui sortent dans le numérique, de s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de risque à ce sujet, mais ça peut toucher aussi bien. Tout à l'heure, on parlait de Conforama, c'est ça, mais ça peut être des loueurs de voitures, des hôtels, etc., qui animent des bases de données dont ils n'ont pas les consentements bien valides. Et du coup, ça peut faire perdre la valeur de l'entreprise au-delà d'autres risques par ailleurs. Donc, pour moi, c'est important aussi d'avoir cette notion RGPD vis-à-vis de son client, sans en devenir paranoïaque, bien sûr. Sur tout ce qui peut être interne au cabinet, nous, on identifie, on n'a pas vu de cas pour l'instant, mais on identifie aussi un risque RH par rapport au traitement des données personnelles des salariés du cabinet. Donc, ça pourrait faire l'objet potentiellement
de sujets juridiques internes si des données sont traitées sans le consentement des collaborateurs. Donc, des points de vigilance aussi à mener quand vous mettez en place les contrats de travail, d'avoir l'autorisation de traiter les données pour tout ce qui est général, pour la réalisation des payes, c'est le cadre légal, mais tout ce qui peut être un peu annexe pour les comités d'entreprise, pour les anniversaires, pour les organigrammes, pour les diffusions de photos. Donc, en plus du droit à l'image, il faut être vigilant sur la notion RGPD en interne, mais ça fait partie des notions, je pense, que les RH ont aussi intégrées maintenant, j'espère. Sur les différents acteurs, donc depuis l'entrée en application du RGPD, et dans le règlement général d'ailleurs, c'est précisé, des nouveaux acteurs interviennent. Donc, on a le responsable de traitement, c'est celui qui décide du traitement de données personnelles qui va être réalisé. Souvent, ça va être le chef d'entreprise qui va décider que dans le cadre de son entreprise, il va y avoir la réalisation des bulletins de salaire, il va y avoir la promotion du cabinet à une base de prospects, donc via de l'emailing. Et donc, en tant que responsable de traitement, vous êtes celui qui juridiquement est responsable que les traitements qui est réalisé en interne et avec potentiellement d'autres partenaires est conforme au règlement européen. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe en interne. C'est l'objectif de faire la cartographie des traitements du cabinet en y associant l'ensemble des collaborateurs, de la secrétaire ou du secrétaire au service informatique, au service ressources internes, etc., pour avoir une vision globale des traitements qui sont menés et identifier justement s'il y a des risques potentiels en interne. Donc, le responsable de traitement, ça va être le responsable juridique de la structure qui doit être au courant de ce qui se passe en interne. Et vous avez par ailleurs le délégué à la protection des données, qui est une autre personne qui peut émettre des avis et sensibiliser en interne sur les enjeux du RGPD, et donc il ne doit pas être quelqu'un de la direction. Donc c'est ça qui peut être un petit peu difficile dans les toutes petites TPE. Ça peut arriver que la seule personne qui puisse être la déléguée ou le délégué à la protection des données soit la secrétaire, parce qu'elle n'a pas de pouvoir de décision dans le cabinet, dans l'entreprise, et alors qu'elle n'a pas de connaissance du tout du RGPD et elle n'a pas de connaissance potentiellement du fonctionnement de l'entreprise non plus. Donc, dans les toutes petites structures, généralement, ça va être un DPO externe qui va être amené à accompagner l'entreprise dans sa démarche RGPD. Pas obligatoire d'avoir un délégué à la protection des données. Il y a un nombre bien précis de situations dans lesquelles c'est obligatoire, donc pour toutes les collectivités publiques, dès lors qu'on traite énormément de données sensibles. Et sinon, pour les cabinets, ce n'est pas une obligation en tant que telle, c'est plutôt une préconisation, puisque ça permet aussi de montrer à la CNIL qui est le référent interne en cas de questionnement sur les sujets RGPD. Et en interne, ça vous permet aussi d'avoir quelqu'un qui est plutôt la personne fléchée RGPD, comme on pourrait avoir des référents pour la qualité au travail, référent qualité, etc. Donc, on peut avoir quelqu'un, c'est pas ça peut être un métier en tant que tel, mais ça peut être une mission dédiée à quelqu'un en interne, d'être le référent RGPD et d'être le relais auprès de la CNIL également. Donc, ce sont les deux principaux acteurs, et en parallèle, on a le terme de sous-traitant qui apparaît bien, mais le sous-traitant n'est pas qu'au sens de je lui sous-traite une prestation, c'est le sous-traitant dans le cadre du traitement d'une donnée personnelle. Par exemple, pour la réalisation, je sais pas, pour les espaces, les portails clients que vous pouvez avoir, votre sous-traitant va potentiellement être votre éditeur de logiciel. En tant que tel, il fait pas il travaille pas pour vous, pour le client, mais il met à disposition un espace, et donc il devient un sous-traitant de données personnelles, puisqu'il peut être amené dans l'outil à faire à décider un petit peu du fonctionnement du logiciel en tant que tel, et donc de sécuriser les données. Et rien que de sécuriser les données, de les sauvegarder, etc., ça consiste en un traitement de données sous-traité. Et donc, en tant que responsable de traitement, vous êtes responsable de votre sous-traitant, et donc vous devez vous assurer que votre sous-traitant est conforme au RGPD. C'est ça, ne pas vous perdre dans ces 2-3 interlocuteurs principaux qui sont les acteurs clés en fait du RGPD. Donc, il y a le cabinet qui est généralement le responsable de traitement. Dans certains traitements, vous serez le sous-traitant. Pour être client, vous pouvez être amené à être le sous-traitant. Et du coup, la responsabilité de l'un ou de l'autre va varier suivant qui a la capacité à décider de la fin du traitement
Par exemple, votre client vous demande de réaliser ses bulletins de salaire. Donc, pour moi, vous êtes le sous-traitant de votre client parce que c'est lui qui a besoin de ces bulletins de salaire et vous pouvez être amené à avoir d'autres sous-traitants. Donc, il faut bien clarifier ça. C'est la partie un petit peu complexe suivant les fonctionnements des cabinets, qu'il y ait un pôle RH interne, un pôle RH qui soit externalisé, etc. Donc, ça va souvent être là le petit jeu de bien caler qui est responsable de quoi au sein du cabinet. Donc, on a des attendus en termes de production documentaire. Ce que vous indiquez en préambule, c'est que par défaut, on est coupable de ne pas être en conformité. Donc, il faut pouvoir montrer en cas de contrôle à la CNIL que l'on est en démarche de mise en conformité vis-à-vis du RGPD. Même si pour moi, la finalité, c'est plutôt de se mettre en conformité pour soi et pour améliorer son fonctionnement interne. C'est bien de savoir quelles sont les données traitées, quels sont les traitements réalisés. Et dans ce cadre-là, l'une des premières actions que l'on verra à la fin dans la proposition d'étape que je vous présenterai, c'est de faire un listing, une liste de tous les traitements de données personnelles que vous réalisez en interne. Au sein du cabinet, vous allez souvent les retrouver dans pas dans le registre, j'oublie le terme, le document de procédure, c'est pas ça le bon terme, Romain, tu vas m'aider. Le manuel de procédure. Manuel de procédure, ouais. Dans le manuel de procédure, vous listez un certain nombre d'actions qui sont menées au sein du cabinet. Et donc, souvent, mais c'est un document qui est parfois dans un placard et pas forcément mis à jour. Vous pouvez avoir des croisements d'informations entre le registre de traitement de données du RGPD et le manuel de procédure. L'objectif, c'est de les faire vivre et pas de les laisser dans un placard néanmoins, mais l'un peut alimenter l'autre. Et en termes de traitement de données personnelles, on peut avoir tout ce qui est procédure pour l'accueil de nouveaux clients, la réalisation de toutes les déclarations d'impôt sur le revenu. Donc, c'est vraiment de lister en interne ce que vous faites. La difficulté du RGPD, c'est qu'il n'y a pas de niveau de granularité. C'est vraiment vous qui allez être amené à identifier les traitements en question. Aussi bien si vous êtes un cabinet avec un fonctionnement assez simple, vous pouvez vous dire que tout ce qui est gestion RH, c'est un traitement en tant que tel, c'est bien maîtrisé et vous formalisez le traitement, gérer les RH, gérer la paye de manière élargie. Et vous pourriez, si vous êtes un cabinet un peu plus conséquent, vouloir définir un peu plus précisément tout ce qui va être gérer les demandes de congés payés, gérer les demandes de formation, gérer le remboursement des indemnités kilométriques, gérer le suivi des salariés handicapés, etc. Donc, c'est la petite difficulté qu'on a en général dans une entreprise quand on démarre sa mise en conformité, c'est de se demander quel est le niveau de granularité qu'on se donne pour identifier les traitements. L'objectif, c'est d'avoir le niveau de granularité le plus simple possible pour que ça puisse être tenu en vie assez facilement. Donc, quand j'ai pu accompagner certaines entreprises, on allait dans un niveau de détail très précis jusqu'à la gestion des salles de réunion, etc. En fait, il faut faire des packages pour que ça puisse être quand même facile à maîtriser, facile à faire évoluer dans le temps et facile à comprendre aussi pour l'extérieur. Il ne faut pas faire un registre de traitement de données personnelles juste pour le faire. Je reviendrai là-dessus si vous avez des questions plus précises à ce niveau-là. La cartographie des traitements de données, c'est en gros le listing de tous les traitements de données qui sont réalisés en interne. Les fiches registres, ça va être ce que je vous montrerai tout à l'heure, une fiche qui détaille justement le traitement en question avec qu'est-ce que c'est que ce traitement, pourquoi on le réalise, quelles sont les données qui sont collectées, traitées dans ce traitement de données, de quelle manière est-ce que j'ai demandé l'autorisation à mon client ou à mon salarié de pouvoir traiter cette donnée, ou est-ce que je les stocke. Donc, en gros, c'est une fiche très complète, mais l'objectif n'est pas d'avoir des fiches exhaustives pour tous les traitements que l'on réalise au sein du cabinet, c'est plutôt de formaliser celles qui sont un peu sensibles. Donc, qui dit sensible, ça va plutôt être des traitements de données pour lesquels vous avez des partenaires extérieurs qui peuvent intervenir, des données sensibles qui sont manipulées sur tout ce qui peut être handicap, donc l'objectif ce n'est pas de passer là 3 semaines à fond à faire que du RGPD et d'avoir un registre hyper complet, hyper abouti qui reste dans un placard.
c'est plutôt d'identifier quelles sont les choses que vous faites en interne et vous avez quelques doutes ou les contrats de vos éventuels éditeurs logiciels ne sont pas carrés. Et c'est l'occasion justement de mettre un peu le nez dedans et de leur demander aussi comment est-ce qu'ils se mettent en règle en termes de sécurité informatique de leur côté, etc. Suivant les risques, suivant les données traitées, le RGPD a mis en place un outil qui s'appelle l'analyse d'impact sur la vie privée. Donc l'acronyme c'est AVPD, DPIA, PIA. Donc là c'est en gros une évaluation du risque. Qu'est-ce qui se passe si jamais si vous avez un fichier avec l'ensemble des clients pour lesquels vous faites de l'accompagnement IRPP et que vous avez dans ce fichier l'ensemble des revenus, etc. C'est pas génial. Qu'est-ce qui se passe si ce fichier fuite et qu'il est envoyé par mail, par erreur, à toute votre base client? Donc clairement là, le risque il est plus. Et cette analyse d'impact sur la vie privée, qui est un outil très cadré, vous permet d'identifier quel est le risque, comment vous prémunir et quelles sont les mesures de sécurité que vous avez déjà en place et quelles seraient celles que vous auriez à mettre en œuvre pour pallier justement à tous ces risques. Et on parle de violation de données personnelles dès lors qu'une donnée personnelle est rendue accessible à quelqu'un qui n'aurait pas dû y avoir accès, dont le fichier dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ou dès qu'une donnée personnelle est supprimée ou modifiée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Donc, ça fait partie des signalements qui sont faits de manière récurrente à la CNIL. Donc, ça vous est déjà, j'imagine, arrivé d'envoyer un fichier à la mauvaise personne, de supprimer des bases de données par erreur. Donc, ça fait partie des violations de données personnelles qui ne sont pas forcément signalées par des fois à la CNIL, mais normalement, il faut le faire. Et Oui, du coup, comment… Oui, excuse-moi, une petite seconde. Je me permets de te couper. On est au niveau de la présentation du diaporama. On est toujours en page 3, hein, c'est bien ça. oui, je sais. Ouais, je sais, ouais. Ça marche. Et on va aller assez vite parce qu'on a parlé d'autres choses, Romain. Ouais. Bien vu. Ok, ça marche. Et du coup, je voulais remettre bien ce contexte-là, en tout cas, ces différentes missions, pour que vous puissiez comprendre quelles sont les étapes qui sont à réaliser. Donc, on a parlé tout à l'heure des chiffres clés. Je ne reviens pas dessus, justement, puisqu'on a évoqué les risques en termes de contrôle, les violations, je viens d'en reparler. Et aujourd'hui, on a 79 000 DPO qui sont déclarés à la CNIL et un peu plus de 500 qui concernent les cabinets comptables. Donc, on voit que ce n'est pas les plus représentés ni les plus déclarés. Mais comme je vous l'indiquais, il faut vérifier sur votre fonctionnement. Mais c'est plutôt conseillé d'avoir un DPO, ce n'est pas forcément une obligation, sauf si vous traitez beaucoup de données personnelles en interne. Et donc, 14 000 dépôts de plaintes qui ont été réalisés. Quelques données personnelles, puisqu'on en parle beaucoup. Romain en a cité quelques-unes tout à l'heure pendant l'introduction. Donc, ça va être tout ce qui permet d'identifier individuellement ou cumuler avec plusieurs informations qui permettent d'identifier une personne. Donc, par exemple, tout ce qui peut être numéro de sécurité sociale, le taux de prélèvement à la source pour un salarié considéré comme une donnée personnelle, tout ce qui est carte d'identité, permis, numéro de plaque d'immatriculation, etc. Mais de manière plus sournoise, un panier d'achat sur un site internet, c'est un ensemble d'éléments qui peut permettre d'identifier une personne, donc peut être considéré comme et aussi une donnée personnelle qui est à protéger, un numéro des codes de carte bancaire, etc. Bien évidemment, puisque ça permet de remonter à une personne de manière un peu plus difficile, mais ça permet de la retrouver. Mais je pense que les notions de données personnelles, c'est quelque chose que vous aviez déjà bien en tête. Donc, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne, soit une donnée seule, soit une donnée cumulée à d'autres. Donc, c'est ça qu'il faut être attentif à protéger. Quelques non-conformités qui ont pu être remontées dans les contrôles effectués, c'est tout ce qu'on a pu évoquer dans les exemples. Donc, le gestionnaire de cookies qui n'a pas été correctement déployé, un registre non tenu au sein du cabinet, pas de déclaration d'évaluation à la CNIL, entre autres, pas de déclaration du DPO si jamais vous avez besoin d'en avoir un. Mais ça, on peut le retrouver sur le site de la CNIL également et ça fait partie des obligations. Voilà. Le contrôle de la CNIL, ce qu'il peut vous demander en venant en interne, c'est tout ce qui est documents formalisés dont j'ai pu parler tout à l'heure, avec les registres essentiellement, les démarches mises en place en interne, les formations que vous avez suivies, ça montre que vous avez initié une démarche de mise en conformité. Le fait d'assister aujourd'hui à la formation au webinaire, je ne sais pas s'il y a un justificatif en tout cas de la présence, mais ça montre aussi la démarche de vouloir se mettre en conformité.
c'est des choses qui sont importantes à garder dans un petit registre papier ou numérique pour pouvoir montrer à la CNIL que vous êtes intéressé à la question et que vous êtes dans ce mouvement de mise en marche. Les exemples, je n'y reviens pas puisqu'on en a parlé et un lien a été mis dans le chat également. Et par où commencer? Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la présentation des différents mots-clés, le registre, en fait, c'est, à mon sens, le plus important. Pas forcément de le faire de manière exhaustive, mais c'est de se poser la question avec une feuille blanche, de vous demander quels sont les traitements de données personnelles que vous réalisez en interne. Et comme les cabinets d'expertise comptable ont à 80% de l'un à l'autre à peu près les mêmes activités proposées, les registres de traitement qui ont été proposés par le Conseil Sup peuvent être une base de travail intéressante sur lequel vous pouvez déjà travailler pour affiner, vous, en interne, comment vous avez personnalisé comment vous pouvez le personnaliser à votre fonctionnement et le tenir à jour par la suite, sans forcément formaliser toutes les fiches registres que je vais montrer sur l'écran suivant. Parce que l'objectif, c'est de prioriser par urgence et par risque. Donc de produire au besoin les analyses d'impact dont je parlais, mais pour les mener, il faut savoir quels sont les traitements que vous réalisez en interne. Ce que je préconise souvent aux entreprises que j'accompagne, c'est de faire un diagnostic de l'état des lieux par rapport aux attendus du RGPD. Donc, il n'y a pas de vrai référentiel comme on pourrait l'avoir dans un audit bien normé, ISO, etc. Je trouve qu'il y a une base de travail intéressante, c'est la base du référentiel AFAC, qui permet de se poser la question sur 166 points de contrôle pour savoir si on fait tel et tel shoot en interne, et ça permet d'avoir une idée un petit peu de là où on en est par rapport au RGPD et par la même occasion sur les notions de sécurité informatique. Donc c'est un référentiel qui est accessible sur Internet. C'est intéressant à mettre en œuvre, je trouve, en interne. Ça permet de se poser la question de comment effectivement je peux progresser et sur quel sujet je dois justement progresser de manière urgente. Donc, ce n'est pas le cœur de métier des experts comptables, bien sûr, mais ça peut être intéressant d'avoir peut-être un externe, un consultant qui vous accompagne sur cette démarche. Au moins, vous saurez où mettre votre énergie et votre argent, parce que ça a un petit coût quand même, les mises en conformité. Et ce que je dis souvent, c'est qu'1 euro investi maintenant en prévention, en diagnostic, ça évite 100 à 1000 euros d'impact derrière pour corriger ou pour pallier à des pertes d'informations ou à des rattrapages, changements de logiciels, etc. par la suite, si jamais on n'a pas choisi des logiciels qui étaient conformes au RGPD ou des process conformes au RGPD. Les actions ensuite, c'est tout ce qui peut être mention dans les documents, donc dans la lettre de mission, s'assurer que tout ce qu'on traite comme données pour les clients est bien mentionné dans la lettre de mission. Sur le site internet, dès lors qu'on collecte des infos, dès lors qu'on a des formulaires en ligne, est-ce qu'on a bien le texte qui explique ce que je collecte, pour quelles raisons? Est-ce qu'on est bien capable en interne de supprimer les données qui dépasseraient la durée légale de stockage, etc. Donc ça, c'est plutôt la partie action terrain, de voir justement comment est-ce qu'on supprime ou comment est-ce qu'on s'organise mieux, et la sensibilisation des équipes qui ont fil conducteur pour justement éviter que de nouveaux traitements pas conformes rentrent dans la boucle. Et c'est un cercle itératif puisque c'est une vie au quotidien dans le cabinet. Le RGPD va impliquer le quotidien du cabinet et devrait déjà l'impacter justement. Il y a peut-être des questions, parce que je parle beaucoup, mais il y a pas beaucoup de... Peut-être des questions de ce qui... Non, je continue. Et donc, je voulais vous montrer un exemple d'outil. Oui, dis-moi. Excuse-moi, désolé, j'étais en sourdine. Donc, il y a quelqu'un qui nous pose une question. Compte tenu de notre activité, que préconisez-vous pour la gestion des mots de passe des clients? C'est vrai qu'on a une activité où des mots de passe, on en a de plus en plus, que ce soit nos propres mots de passe, les mots de passe de nos clients, que ce soit pour les sites des impôts, perso, pro, les sites des URSSAF, etc., etc. Il existe des outils, je crois, de gestion de mots de passe. Moi, j'en utilise un à titre personnel. Mais même ces outils-là, des fois, il est préconisé de pas forcément les utiliser et il y a pu y avoir des piratages de cette sorte d'outils.
concrètement, du coup, souvent, on est un petit peu perdu dans les cabinets. De temps en temps, on trouve des cahiers, on trouve des fichiers Excel, on trouve des fichiers Word. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Ouais, sur la notion de mot de passe, déjà, c'est un mot de passe, donc déjà, c'est une règle interne, enfin une règle pour chacun des collaborateurs d'avoir un mot de passe différent pour chaque application. Des mots de passe forts, donc avec le nombre de caractères préconisé par l'ANSSI, on est à plus d'une quinzaine de caractères avec des caractères simples, etc. Donc pas le nom de son chat, etc., comme on peut encore trouver malheureusement. Donc des caractères, des mots de passe différents et complexes. Et effectivement, c'est compliqué parce j'imagine, moi je dois avoir une bonne centaine facilement ouais, de mots de passe, rien que pour la partie professionnelle et mes différentes casquettes, sans la partie perso. Du coup, un gestionnaire de mots de passe, effectivement, qui permet de crypter les deux, enfin de sauvegarder avec un mot de passe fort, c'est déjà une bonne démarche. J'ai un prestataire informatique qui m'a parlé d'un nouvel outil qu'il utilisait il y a quelques semaines. Je pourrais vous envoyer le lien via Romain un peu plus tard, j'ai oublié son nom. Et ça leur permet aussi de travailler en équipe. Donc, ça évite qu'on partage ses mots de passe avec ses collègues quand on travaille pour un même client. Ça permet d'avoir un coffre-fort collaboratif sur les accès collaboratifs dont on a besoin. Ça pourrait être ce type de démarche avec les clients, mais c'est plutôt l'humain. Il faut faire attention à comment est-ce que vous partagez, comment est-ce que vous sauvegardez ces mots de passe. Si c'est un tableur Excel, c'est pas génial du tout. Si c'est des mots de passe stockés en clair, c'est pas bon non plus. Si c'est sauvegardé dans les navigateurs, c'est pas bon non plus parce que ça peut être Mm. récupéré. Donc, à minima, c'est le coffre-fort électronique. Et la sensibilité, c'est dès lors que c'est un mot de passe partagé entre vous et le client. Donc, c'est mieux, comme un Impôt.gouv le permet de mémoire, d'avoir chacun son mot de passe et pas de stocker le mot de passe perso du client, par exemple. Mais vraiment qu'il y ait des mots de passe distincts et pas de partage, quoi. Ça marche, ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Je Mais réponds. Et on va essayer de gratter 2 petites minutes à Louis. Je réponds à une toute petite question de Nathalie qui nous demande où trouver un modèle simple de registre adapté à son cabinet. Alors Nathalie, pour information, sur bibliord.fr, tu peux trouver en téléchargement le guide du Conseil national de l'ordre, la protection des données personnelles à usage des experts comptables. Donc c'est très simple, tu tapes RGPD, c'est le premier PDF qui apparaît. Tu le télécharges gratuitement. Et en page 205, donc sur ce guide qui est de l'édition 2023, il y a un modèle de registre de traitement. Voilà. Et je vois Dominique la question sur le handicap. Pour moi, c'est une donnée sensible, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai peut-être mal formulé, mais c'est la donnée sensible, tout ce qui est lié au handicap, à la religion, aux opinions politiques et aux orientations sexuelles. Ça, c'est partie des données sensibles, effectivement, qu'il faut protéger avec attention. Et du coup, oui, c'est peut-être imbuvable, mais oui. Et effectivement, pour les dernières minutes, donc là, c'est un exemple d'outil simple qui est téléchargeable gratuitement sur le site de la CNIL. La contrainte, c'est qu'il faut l'héberger soi-même s'il n'y a pas de solution en ligne. Mais ça vous donne un petit peu les questions qui peuvent être posées quand vous formalisez votre registre de traitement. C'est assez simple à, Ok. à alimenter, en fait. Mais sauf que c'est pas collaboratif. Donc, selon comment vous voulez faire votre démarche en interne, vous pouvez le faire sur un tableur Excel ou sur une base produite par le conseil sup. Mais effectivement, il faut faire au plus simple, clairement. Hop. Et j'avais, oui, vis-à-vis des clients, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'aller plus loin. Mais je pense que la première action, déjà, c'est de pouvoir se mettre en conformité soi. Et dans se mettre en conformité, c'est plutôt identifier les traitements qui sont réalisés en interne ou les lots de traitements qui sont réalisés en interne et ensuite identifier ceux à risque pour les formaliser un petit peu. Mais ne perdez pas votre temps à essayer de formaliser tout. Essayez d'aller plutôt dans les traitements qui sont sensibles et sur lesquels vous avez du risque pour vous, pour votre cabinet, pour votre responsabilité, pour votre client. Et qu'on déborde un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Donc, du coup, cet outil, il est disponible, il est gratuit. Je crois on peut tous l'utiliser en se connectant sur le site de la CNIL. Ouais, en le téléchargeant et en l'installant en interne. C'est un exemple. D'autres logiciels sont proposés en SaaS. Et voilà, il y a pas mal d'outils qui sont sur le marché. Mais comme là, c'est un outil produit par la CNIL et qui est gratuit et téléchargeable. Il a des contraintes puisqu'il faut l'héberger en interne, mais il a le mérite d'être assez complet sur ce qui est attendu.
en dehors du diagnostic. La CNIL ne l'accompagne pas sur la partie diagnostic, hein. Et ça, je vous invite à regarder un petit peu le référentiel AFAC, hein, qui est assez complet, qui permet de regarder un petit peu comment on est sur la notion de RGPD et de sécurité informatique en interne. Possible de le faire soi-même d'ailleurs, ce diagnostic. Ça marche, Désolée nickel. d'avoir gratté un petit peu le temps, j'ai pas vu passer le. Normalement, la formation sur la partie RGPD, c'est 3 jours pour la partie DPO, donc c'est assez contraint, 45 minutes, hein, et c'est dur de faire court quand on ne sait pas quel est le niveau d'avancement des uns et des autres. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, hein. Tu voulais nous présenter une dernière chose pour conclure? Non, j'arrivais à la fin. Je voulais parler sur la partie client parce qu'en fait, initialement, moi, j'avais pas prévu de faire du conseil en RGPD quand j'ai creusé un peu le sujet. On était plutôt éditeur de logiciels RGPD à l'époque, hein. Et en fait, on s'est mis à faire du conseil en 2018, hein, parce qu'on a été sollicité par pas mal de TPE et de PME qui ne savaient pas vers qui s'orienter parce qu'ils trouvaient que l'accompagnement des avocats était pertinent, mais très costaud et ça leur permettait d'avoir des registres bien faits, hein, mais très très long en termes de contenu et très juridique et pas forcément opérationnel. Et je me dis que d'avoir le regard de l'expert comptable sur cette notion RGPD, ça permet aussi d'avoir une vision 360 de l'entreprise et de découvrir parfois des choses dont on n'a pas connaissance ou qu'on ne connaît pas aussi bien du fonctionnement interne que quand on gère que, je mets les bonnes guillemets, la partie comptable et RH. Et je trouve ça intéressant pour avoir un regard complet. Et je pense qu'en tant qu'expert comptable, vous avez les bonnes qualités et la bonne démarche pour pouvoir devenir des bons conseils RGPD si vous souhaitez creuser le sujet sur des missions annexes à proposer aux clients. Voilà, je voulais fermer sur ce point-là. Au top, super. Bah, Émilie, écoute, merci beaucoup. Je vais rajouter une toute petite chose. Ne pas oublier donc que le RGPD nous impose de ne plus avoir de durée de conservation indéfinie. Donc, le document que nous donne notre client et qu'on garde un peu ad vitam aeternam, entre guillemets, au cas où on en a besoin un jour. Et des fois, sur un jour, se transforme en 5 ans, 10 ans, plus de 20 ans. Concrètement, c'est plus censé exister. Donc, c'est l'occasion d'aller faire un tour dans vos caves et de faire peut-être un petit peu de ménage. Ça, on le fait de temps en temps. Et pas Euh, de les jeter ne pas les jeter n'importe comment, pas juste dans la poubelle jaune qui va être ramassée voilà. par le. Voilà. Carrément, carrément, carrément. Et peut-être sur le registre de traitement, peut-être le jeter un coup d'œil, alors, pas toutes les semaines, hein, mais peut-être une fois par an au moins, se poser la question au vu des nouvelles réglementations, qui ont un métier qui est la réglementation qui évolue beaucoup, hein, où de temps en temps on a des nouvelles données personnelles qui arrivent. Tu parlais tout à l'heure du taux de prélèvement à la source. Donc ça, quand c'est sorti il y a quelques années, bah, concrètement, c'est une nouvelle Mm. donnée personnelle qui est arrivée au cabinet. On en a de temps en temps un petit peu plus. Là, avec le GMBI, gérer mes biens immobiliers, on n'en a pas forcément eu beaucoup plus. C'était même que ce soit les prénoms, les noms des... Peut-être les dates de naissance des locataires, si je dis pas de bêtises, on a eu qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, se reposer la question périodiquement sur l'impact de l'évolution de la réglementation, sur est-ce qu'on n'a pas notre registre de traitement à faire évoluer un petit peu de façon à rien oublier. Et peut-être une petite vigilance, un outil informatique ne peut pas être conforme au RGPD. C'est vraiment le traitement qui peut être conforme. Donc, faites attention aux éditeurs qui disent que l'outil est conforme au RGPD. C'est juste qu'il a des bonnes pratiques en termes de sécurité informatique, mais c'est vraiment le traitement. Donc, il ne faut pas avoir l'angle outil, il faut avoir l'angle traitement quand vous êtes dans une démarche RGPD. Voilà. Ça marche. Et pour répondre à la question de Nathalie qui nous dit, tant qu'on a le dossier, il faut bien garder les statuts de la société, me semble-t-il. Bah, en fait, concrètement, si je dis pas de bêtises, Amélie, il faut que toute donnée conservée, il faut être en capacité d'expliquer la raison de la conservation de la donnée. Donc, si quelque part, il y a un Oui. texte qui nous dit, voilà, les statuts de la société, il faut les garder la durée de la société, effectivement, ça ne devrait pas être trop gênant d'écrire dans son registre de traitement, bah voilà, les statuts de mes clients, les statuts des sociétés personnelles Oui, c'est morales. la relation commerciale, c'est la relation commerciale avec le client, donc c'est le contrat, donc il y a un consentement c'est un consentement via le contrat. Ça peut être la base légale qui vous oblige 5 ans après le départ du client de garder les données. Ça peut être l'intérêt de l'entreprise, du cabinet de garder certaines données. Donc il y a 5-6 items qui sont déjà bien cadrés par la CNIL à ce niveau-là et sur lesquels vous pourriez vous reposer pour expliquer. Mais effectivement, pour garder les statuts, tant qu'on a le dossier, effectivement, et même 5 ans après, vous pouvez être amené à le garder, bien sûr. Impeccablement. Amélie, merci infiniment.
pour toutes tes explications. Merci à vous. J'espère que Euh, ça vous a plu. je ne sais pas si Louis est encore là ou s'il nous a abandonnés. Euh, Ici, je suis là, je suis là. Nickel. Voilà, ben Ça merci, merci beaucoup. Pardon, Romain, je te coupe. Je ne sais pas si tu voulais va, dire c'est quelque OK. chose pour C'est OK, conclure. c'est OK pour moi. Merci, un grand merci à toutes et à tous. D'accord, eh ben merci, merci à tout le monde. Merci Amélie, merci Romain. Voilà, ben on espère que ce webinaire vous a plu. Comme je vous l'ai signalé au début, en début de séance, vous allez recevoir un mail avec le replay qui renvoie vers notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver bah, tous nos webinaires, café numérique, fiscal, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à adhérer à SEF pour soutenir l'ensemble de nos actions. Voilà, merci beaucoup à tous et puis bah, à très bientôt pour un nouveau café. Au revoir. Merci, à bientôt. Au Merci Louis, à revoir. bientôt. Au revoir.